Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce résumé, cette capsule qui accompagne en fait la vidéoconférence que nous avons proposée sur le rock et la provocation et ce module spécialement conçu pour la communication scandaleuse dans le rock. On va évoquer ici brièvement trois artistes qui ont utilisé la communication scandaleuse comme moyen en tout cas d'expression de leur art, ou en tout cas que ce soit des moyens purement artistiques ou parfois des moyens idéologiques. Ce sera le cas notamment d'Elvis Presley, au début, à l'origine du rock, puis de David Bowie dans les années 70, et puis ensuite de Marilyn Manson. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau pour cette nouvelle capsule vidéo qui s'inscrit comme maintenant, donc à chaque fois, dans le prolongement de notre visioconférence. Et cette fois-ci, nous allons reparler de la communication scandaleuse dans le rock. Alors concernant Elvis Presley, c'est quelqu'un qui va devenir une figure extrêmement provocante, et il va le faire un petit peu sans avoir vraiment d'agenda derrière la tête. En fait, lorsqu'il commence à apparaître sur les écrans de télévision, lorsqu'il commence à apparaître sur scène, Elvis a ce fameux déhanchement de danse rock'n'roll qui va choquer beaucoup aux États-Unis. On est dans les années 50, on est dans un système encore extrêmement puritain, très réac comme ça, et cette danse en fait va être moquée par les journalistes qui verront tout d'abord une danse qu'ils compareront à la danse de Saint-Guy, ce fameux syndrome ce fameux virus qui avait contaminé une bonne partie de l'Europe au Moyen-Âge. Et puis, cette danse va être aussi qualifiée de danse hautement sexuelle, voire satanique. Certains des personnes haut placées américaines dans le milieu religieux vont demander qu'on interdise la diffusion de la musique et des images d'Elvis Presley dans certains milieux. En télévision, il y aura aussi pas mal de censure, ce qui vaudra d'ailleurs à Elvis Presley d'être cadré un peu bizarrement, c'est-à-dire qu'on ne le verra pas, on le verra cadré assez haut, un peu comme ceci, tout simplement pour ne pas qu'on voit ce fameux déhanché qui est considéré comme absolument scandaleux à l'époque. Alors petit bond dans le temps, maintenant on se retrouve avec David Bowie au début des années 70, vers 72-73, avec cette période qu'on appellera la Ziggy Mania. En fait, Bowie à ce moment-là a construit un personnage un peu extravagant qui s'appelle Ziggy Stardust, et ce personnage est un personnage qu'il a imaginé extraterrestre, un personnage assez androgyne de par son apparence et assez sexuel dans son attitude. Et Bowie va jouer beaucoup avec ce personnage de Ziggy Stardust pour provoquer, et notamment à travers des conférences de presse qu'il donnera avec sa compagne, celle qui est sa femme de l'époque, Angela Bowie, avec qui il va déclarer notamment en public qu'ils ont un couple libre, ce qui est évidemment pour cette époque absolument incroyable, nouveau et très très choquant, et que chacun d'entre eux, que ce soit David Bowie ou sa femme, côtoie aussi bien d'autres femmes que d'autres hommes. Donc voilà, évocation aussi de la bisexualité. Évidemment, tout ça va faire couler pas mal d'encre, comme vous pouvez l'imaginer, dans la Grande-Bretagne du début des années 70, encore assez conservatrice. Et Bowie, en fait, va à travers différents concerts, mettre en scène ce personnage et jouer beaucoup aussi avec son guitariste, qui est son bras droit à ce moment-là, Mick Ronson, notamment ce fameux cliché où on voit en fait David Bowie jouer de la guitare avec ses dents, en tout cas sur la guitare de Mick Ronson, et l'image évidemment, la façon dont elle est prise et comment Bowie se présente sur scène, c'est comme si en fait Bowie faisait une fellation à son guitariste Mick Ronson. Évidemment tout ça sera extrêmement considéré comme scandaleux et fera le tour des unes des différents journaux de l'époque. Finalement, pour parler d'un autre personnage extrêmement provocateur, mais là bien plus tard, on est dans les années 90 et 2000, c'est Marilyn Manson qui va jouer beaucoup avec différents codes pour façonner son personnage. Il va aussi notamment s'inspirer de personnages comme David Bowie, comme
Alice Cooper aussi, qui dans les années 70, avec son maquillage un peu à la Kiss, fera aussi pas mal de grabuge, en tout cas sera assez provocateur. Et donc Marilyn Manson, avant de se lancer, il faut savoir que c'est quelqu'un qui connaît très très bien ses codes, puisqu'il a été journaliste rock avant de devenir chanteur. Et donc il va un peu réutiliser ces différents codes, en faire un gros mélange et créer ce personnage que l'on va classer par la suite, tout comme Kiss et Alice Cooper à l'époque, dans ce qu'on appelle le shock rock. Donc c'est ce rock choquant qui utilise des codes parfois qui provient du cinéma fantastique, qui va utiliser évidemment des images assez fortes sur scène, assez extravagantes, parfois assez extrêmes, et cela lui vaudra en fait à Marilyn Manson d'être accusé de tous les maux en fait de la société américaine, et notamment d'être pointé du doigt pour le terrible massacre du lycée à Littleton, un des tristement célèbres, une des célèbres malheureusement tueries qui aura lieu aux États-Unis dans les années 90 et 2000, vous vous rappelez, elle se multipliait beaucoup à cette époque, c'était assez dramatique, et donc à une époque, le gouvernement américain, plutôt que de réfléchir à la distribution des armes, qui peut dans certains États être distribuée au Walmart du coin, donc on peut acheter des armes au supermarché en achetant votre pain ou votre soupe, ça fait partie des choses qu'on peut mettre dans le caddie de façon très malsaine. Et bien plutôt que de réfléchir à tout ça, les États-Unis vont essayer de trouver des responsables extérieurs, à savoir notamment des films comme Matrix, les jeux vidéo qu'on appelle les FPS, les First Person Shooters, avec à l'époque des jeux comme Doom qui présentent une certaine violence dans le jeu, et des personnages comme Marilyn Manson ou encore le groupe Rammstein. Il faut trouver en fait des méchants, des ennemis qui peuvent influencer ces jeunes adolescents à devenir complètement dingue. Marilyn Manson va se défendre évidemment de ces accusations, notamment en apparaissant dans l'excellent documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine, où il remet les choses en place et il dit qu'en fait l'État américain devrait plutôt faire attention à sa jeunesse, l'écouter aussi plutôt que d'essayer de trouver en fait des responsables là où ils ne sont pas. Je vais vous proposer maintenant de parler avec Pierre. On va en fait reparler de ces artistes à travers l'axe plus studio et comment en fait ces artistes ont utilisé la communication scandaleuse en studio. Alors oui, Laurent, donc dans cette communication scandaleuse ou dans cette posture, dans cette manière d'être qui ne plaît pas à l'époque, en tout cas au niveau du studio, nous retrouvons Elvis Presley qui est au départ un garçon bien sage, bien gentil, on va dire, qui débarque à Memphis dans le studio de Sam Phillips, et donc c'est ce Sam Phillips dans les studios Sun qui va le découvrir, qui va avoir le nez fin et qui va évidemment le mettre en avant suite à cet enregistrement de That's Alright Mama, une reprise d'Arthur Crudup qui va s'enregistrer de manière un peu improvisée puisque Elvis est en studio, il veut faire des prises pour un autre morceau, et c'est entre deux prises que les musiciens, ils sont trois, y compris Elvis, vont se mettre à jammer et vont se mettre à jouer, à réinterpréter ce morceau d'Arthur Crudup qui va mettre la puce à l'oreille à ce fameux Sam Phillips, qui va entendre ce morceau et qui va dire écoutez là, les gars, c'est vraiment très bien, refaites ça, on va vraiment l'enregistrer, on va refaire une prise, on va enregistrer ce morceau là. Et ça va être le premier succès, le premier hit d'Elvis Presley. Elvis Presley, qui après, évidemment, va développer cette image scandaleuse de garçon à fille qui fait chavirer les cœurs par son déhanché tout à fait scandaleux pour l'époque. Alors, autre époque, autre artiste que nous avions mentionné dans la Vision Conférence, c'est bien entendu David Bowie. David Bowie qui au début des années 70 va endosser le personnage, le rôle de ce Ziggy Stardust, de ce personnage venu de l'espace. Et tout ça va se faire aussi musicalement dans un studio qui s'appelle le studio Trident, qui est un studio désormais très très célèbre à Londres. Studio Trident qui est équipé par ces fameuses consoles Trident du même nom, qui vont vraiment donner le son à ce studio. Studio qui est aussi à la pointe de la technologie, puisqu'à l'époque,
début 70, ils ont déjà un 16 pistes. Et donc, David Bowie va pouvoir bénéficier de tout ce luxe, quelque part, technologique pour travailler ces morceaux sur cet album. Il va travailler avec un ingénieur du son qui s'appelle Ken Scott, qui a déjà bossé avec lui sur son premier album sait ce qu'est le son de Bowie, sait comment on travaille avec lui. Ils vont d'abord faire les sessions de batterie parce que Ken Scott, l'ingénieur du son, veut premièrement avoir ce son, avoir le son qui va marquer l'album. Et pour ce faire, il commence par la batterie, il commence par essayer de trouver le son de la batterie pour avoir un son vraiment adapté à cet album qui est plus rock que le précédent, hein, avec quelque chose de plus edgy, quelque chose de plus marqué de type rock dans le son de la batterie. Ils vont aussi faire des sessions d'orchestration très travaillées avec des cordes, aussi avec des synthétiseurs, hein, puisqu'on sait qu'il y aura cette anecdote où avec Malice, David Bowie dira avoir joué de tous les sax sur le morceau de Suffragette City. Or, il y a pas de sax du tout sur le morceau. Si vous écoutez le morceau, c'est vrai que c'est un peu bluffant. On a l'impression qu'il y a un sax, mais en réalité, c'est un son de synthétiseur, un son d'ARP 2600, qui a été utilisé pour remplir un peu ce rôle de sax et de rythmique dans le morceau. Ken Scott se souviendra aussi qu'avec David Bowie, il n'y a aucun problème pour les prises voix, hein, c'est assez phénoménal. Dans 94%, 95% du temps, David Bowie est juste et on retiendra la première ou la deuxième prise. Et donc il est tout de suite dans le morceau, il interprète toujours de manière très rapide la bonne intention, la bonne voix, la bonne justesse. Et donc c'est vraiment un performeur, c'est quelqu'un qui en studio va être très efficace et donc va contribuer à sa légende, hein, au niveau de la voix, au niveau vocal. On a tout de suite quelque chose de très intense, de très particulier, de très reconnaissable dans sa technique vocale. Alors aussi, pour continuer dans cette communication scandaleuse, on a évoqué, comme tu disais Laurent, on a évoqué Marilyn Manson, hein, évidemment personnage haut en couleur qui sous des attributs un peu sataniques, un peu inquiétants, finalement est quelqu'un de très intelligent, hein, vraiment de très posé. Il sait ce qu'il fait. Quand on l'interview, on a un discours vraiment très intéressant, très cohérent. Et son premier album, qui va être produit avec Trent Reznor, bien sûr, de Nine Inch Nails, qui va produire cet album dans un lieu très particulier. Et c'est là où on rejoint quelque part la communication scandaleuse, puisque ce Trent Reznor ne trouvera rien de mieux à faire que de louer la maison où fut assassinée Sharon Tate, donc la compagne de Roman Polanski, où cette Sharon Tate fut assassinée par la famille Manson, par les membres de cette secte du Manson de la fin des années 60. Et donc cette maison va servir de studio, va servir de base pour la réalisation de Portrait of an American Family, des albums aussi de Trent Reznor. Et quelque part, la réalité rejoint la fiction, puisque ce lieu est vraiment emprunt quand même de ce meurtre, hein, de ce meurtre assez horrible. Et Trent Reznor, finalement, il s'y sent bien pour travailler et pour produire l'album. Il ira même jusqu'à renommer ce studio Pig, le Pig Studio. Pig, du mot qui avait été peint en couleur sur la porte de la maison lors de l'assassinat de Sharon Tate. Trent Reznor, finalement, s'en excusera quelque temps après parce que il va croiser par hasard la sœur de Sharon Tate dans la rue, dans le quartier, et elle va vraiment le prendre, l'invectiver en lui disant écoutez, est-ce que vous pensez que c'est vraiment intelligent, vraiment malin de faire ça? Et donc là, il se rendra quand même compte de la gravité des faits qui ont eu lieu dans cette maison et que voilà, ce n'est pas un jeu. Mais voilà, toujours est-il que par ces différents éléments, parfois la réalité rejoint la fiction, on va dire, et parfois inversement. Hein, des véritables événements se sont produits dans certains lieux et certains artistes ne vont pas hésiter finalement à en jouer, hein, pour communiquer toujours de manière scandaleuse.